Bonjour mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes. C'est la deuxième partie du cours sur la Televisia, la télévision. Alors, je vais vous parler donc de tout le néfaste que la télé apporte dans une maison et comment il est important de s'en débarrasser le plus rapidement possible. Et en premier lieu, prendre conscience en fait que l'élément de la télévision n'est pas neutre, n'est pas inoffensif. Il faut savoir à qui on a affaire. C'est-à-dire que tant qu'on ne sait pas vraiment l'essence de la chose, alors on peut laisser une maison, en fait, une maison se détruire par la télévision. En fait, une télévision peut clairement détruire une maison, peut clairement détruire une famille, une cellule familiale, détruire l'éducation des enfants. La télévision fait des ravages. La télévision fait des ravages et ça, il faut en être conscient, c'est très important. Alors, on peut se dire à quel niveau est-ce qu'elle fait des ravages, cette petite télévision, hein, mignonne comme tout. Elle n'est pas si méchante, après tout, c'est nous qui avons la télécommande entre les mains, on peut très bien gérer les programmes, on voit ce qu'on veut. D'abord, c'est plus fort que nous, on ne voit pas ce qu'on veut, on voit ce qui est croustillant. Parce que les gens qui font ces programmes se cassent la tête, font de grandes études et après se cassent la tête des années durant pour essayer de rendre leurs émissions le plus croustillant possible. Et qui dit croustillante, quand on parle de croustillant, on parle du côté animal de l'être humain. C'est-à-dire que ce n'est pas le côté âme de l'être humain qui va rechercher ce croustillant, c'est le côté animal. Donc pour rendre croustillant et attirer le côté animal de l'être humain, on va utiliser la frivolité, on va utiliser le commérage, on va utiliser la haine, on va utiliser les catastrophes, on va utiliser la peur, tout ce qui rend tout ce que le côté animal de l'être humain apprécie en fait. Et donc, après, l'âme paye un prix très lourd parce que du coup, elle est conditionnée par toute cette mauvaise influence. Comme quoi, par exemple, comme quoi, bon, j'aime pas citer les choses négatives, mais en général, les films sont basés sur la frivolité. Les films sont basés sur des histoires de tromperie, des histoires de charme entre un homme et une femme qui ne sont pas forcément mariés, entre l'autre elle tombe amoureuse, folle amoureuse d'un homme, ils sont même pas mariés et ils sont ensemble et ils font n'importe quoi. Et donc la frivolité, c'est la frivolité, quoi, c'est clair. C'est clair. Comment les gens en arrivent à que Dieu préserve être infidèles? Comment les gens en arrivent à être infidèles? Il faut bien qu'un matin ils se lèvent et qu'ils sont arrivés à un niveau où ils sont convaincus que c'est pas si grave. Quand on arrive à se convaincre que c'est pas si grave, il faut en avoir vu de la désinformation, il faut en avoir vu de la mauvaise information. Il faut en avoir reçu des informations qui m'ont fait croire que c'était pas si grave, la frivolité. La plupart des gens qui sont choqués quand on leur dit c'est la halakha, c'est comme ça que c'est dans la Torah, c'est comme ça que c'est la halakha. La plupart des gens qui sont choqués par ces choses-là, c'est des gens qui ont vu beaucoup de films, beaucoup de feuilletons, beaucoup de séries, beaucoup de romans, qui sont tellement exposés à cette nature complètement inversée, complètement perfide culturelle, que après, quand ils entendent que la halakha, c'est tellement le contraire de tout ce qu'ils ont pu entendre et vivre et sur quoi ils se confortent aujourd'hui, sur quoi ils se sont construits aujourd'hui, quelles sont leurs idées aujourd'hui, en fait, qui sont dictées par l'écran, ils se rendent compte que la halakha est tellement à l'inverse qu'ils tombent des nues et donc ils sont choqués. Donc quand on leur dit la bise c'est interdit entre un homme et une femme qui ne sont pas mariés, les gens ils vont tomber malades. Attends, toute ma vie j'ai vu des scénarios où un homme et une femme se font la bise. Tu vas me dire maintenant que j'ai pas le droit de faire la bise, comment je vais faire pour me retenir? J'ai vu que ça toutes les 10 dernières années, je n'ai vu que ça sur l'écran.
la façon de se vêtir que l'écran, que les émissions, les films encouragent, ils sont pas conscients des lois de la pudeur. Dirons-nous qu'ils ne recherchent pas les lois de la pudeur. D'accord? Ils recherchent tout sauf l'inverse, sauf les lois de la pudeur. Donc tout ce qu'on va voir à la télé, c'est pas pudique. Donc comme dit le Rav Ben Shetrit, si tu veux savoir comment il faut faire, vois la télé, c'est le contraire. Vois la rue, regarde ce qui se passe dans la rue, il faut faire le contraire. C'est pareil pour la télé. Tu veux savoir c'est quoi les... Bon, il y a d'autres moyens de connaître les lois de la pudeur plutôt que de se déformer, de prendre le risque de regarder la télé. Mais en tout cas, si tu regardes la télé, sache que la pudeur, c'est exactement l'inverse de ce que tu verras à la télé. Donc un grand manque de pudeur, une grande invitation à ne pas se vêtir pudiquement, une grande invitation à la frivolité, au charme en dehors de la maison, c'est-à-dire pas entre un homme et une femme qui sont mariés. Dehors, c'est la femme qui sort, qui attire tous les regards, qui marche avec son talon, c'est son sac, et c'est ça, je veux dire. Toute cette culture-là, tous ces pays qui nous font ces fameux programmes, tous ces programmes, que voulais-je dire, c'est l'inverse du peuple juif en fait, c'est l'inverse de ce que la Torah nous dit, c'est l'inverse de la façon dont le peuple juif doit se comporter. Et donc c'est très perturbant quand on s'expose à la télévision, c'est très perturbant après d'entendre la vérité et de savoir de quelle façon on est censé se comporter d'après la Torah, parce que voilà, tout ce qu'on va voir à la télé c'est le contraire. Les émissions, pareil, les émissions, beaucoup de moqueries, de commérages sur les gens, beaucoup de commérages, énormément. C'est-à-dire que l'élément du commérage, c'est la base de l'émission en fait. Une émission ne peut pas fonctionner sans commérage. Parler mal d'hommes politiques, parler mal de personnes, parler mal des gens, aller chercher toujours le défaut chez les autres, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait de bien, sur quoi ils se sont trompés, c'est aller chercher le point faible de l'homme, la faiblesse de l'homme. Et ça, c'est très problématique, déjà, pas seulement au niveau juif, mais au niveau humain. Au niveau humain, c'est très problématique parce que, du coup, quand on est habitué à... Quand on attire notre regard sur le point négatif, après on s'habitue à cette démarche. Et après, dans sa vie de tous les jours, déjà soi-même, on est porté, on est encouragé, on s'habitue à aller chercher le point négatif des choses, le point négatif des gens. Ça, c'est très problématique pour le juif et pour l'être humain en général. Et deuxièmement, on s'habitue bien sûr à dire du commérage, ce qui est totalement interdit par la Torah, l'oteler rachil ba'amecha. Quand on voit des gens agir, ça s'imprime à l'intérieur de nous. Et après, on a comme réaction d'agir de la même façon, si on n'a pas une prise de conscience. Et même si on a une prise de conscience, c'est très très dur. Mais disons qu'avec une prise de conscience, il y a des chances de s'en sortir. Mais sans prise de conscience, ce que tu vois t'applique. Tu vois des gens qui font du commérage, du matin au soir, les émissions, c'est ça, on s'explose de rire en voyant des gens qui parlent mal d'autres personnes, derrière leur dos, bien sûr, c'est tout le but. Et on rigole de ça, donc on prend part à ça, on fait exactement le contraire de ce qui est écrit dans le premier Teilim, du livre des Teilim, du livre des psaumes, le premier psaume qui dit « Ne t'assois pas avec l'assemblée de rieurs », me semble-t-il. « Ne t'assois pas avec l'assemblée du rieur. De rieurs, de railleurs. Me semble-t-il que c'est ça. Pour nous dire que ne prends pas part à cette société qui rit des choses qui sont totalement interdites par la Torah, c'est-à-dire en l'occurrence de dire de rapporter des choses négatives derrière le dos d'une personne. Non seulement on n'a pas le droit de le faire, mais deuxièmement on n'a pas le droit de prendre part à cela. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de rigoler, d'être témoin de cela et d'en rire. Et à partir du moment où on prend place, on est témoin et en plus on en rigole, donc on est convaincu que c'est quelque chose d'anodin, de drôle, de positif à la limite. Donc en l'occurrence, on applique soi-même, on se met à faire du lachon hara, on se met à commérer, à dire du commérage, et après quand on nous dit tu sais que le commérage c'est interdit, oui, bon, c'est pour les grands tzadikim, c'est pour les grands justes. Non, pour tous les juifs,
Comme toi, comme moi, tous les juifs sont soumis à la même Torah. Donc le commérage, c'est interdit pour chaque juif. Il n'y a pas un juif qui aurait un ishour de, de pouvoir dire du Lachon Hara. Donc ça nous concerne tous. Et à partir du moment où tu vois ça, et tu vois que les gens le font avec une telle facilité, avec une telle, je ne sais pas comment dire, une démagogie, enfin, ils se servent de leur statut de gens connus, de gens qui ont la parole, de gens qui ont le micro, de gens qui ont une audience euh, pour faire du commérage. C'est tout un art chez eux. C'est comment développer l'art du commérage, comment faire du commérage un art, quoi. À partir du moment où tu vois ça, tu n'es que tenté d'appliquer. Si en plus on n'a pas conscience que c'est interdit, alors c'est clair que la personne tombe dans le piège. Il y a aussi le fait, toutes ces émissions qui va à jury, toutes les émissions à jury, qui vont, où il y a un jury, qui vont tout simplement voir toutes sortes de choses et donner une note, dire qui est le meilleur. Bon, c'est vraiment l'exemple de la compétition et de la compétitivité flagrante, ce qui est aussi un mauvais trait de caractère chez les juifs. Le juif ne doit pas être compétitif, ne doit pas être compétitif avec son prochain. Il doit être compétitif avec lui-même. Il doit donner ce qu'il a de mieux en lui et être mieux que lui-même, que ce qu'il était lui-même la veille. Et être mieux de jour en jour et s'améliorer. Oui, la compétitivité est une bonne chose pour le juif avec lui-même, mais d'être compétitif avec quelqu'un d'autre, d'essayer de le battre au niveau culinaire, d'essayer de le battre au niveau des cordes vocales, au niveau de l'humour, toutes ces émissions à jury, d'avoir la maison de hôte, tous ceux qui reçoivent les gens chez eux, la plus belle maison, bref, de vivre dans un état de compétition, c'est anti-Torah, c'est anti-juif, là je le dis en une phrase, mais c'est-à-dire on ne se rend pas compte à quel point le fait de rentrer dans un état de compétition, c'est quelque chose de néfaste pour l'être humain. C'est-à-dire qu'il a tout le temps le sentiment qu'il faut qu'il bat quelqu'un, qu'il soit meilleur que quelqu'un, et donc en l'occurrence, ça fait qu'il est incapable de dire à quelqu'un « Bravo, c'est super ce que tu as fait », parce que ça le remet en question, ça va toucher son ego. Attends, c'est lui qui doit être mieux que l'autre, donc il ne peut pas dire à l'autre que c'est bien. Donc ça fait que même dans le couple, ça peut aller jusqu'à être un point sensible dans le couple, où l'autre ne va pas dire à son conjoint « Super, c'est bien ce que tu fais », il peut y avoir un côté compétitif jusque dans le couple, ce qui est quelque chose de très problématique, Un couple ne peut pas se construire et s'épanouir sur une base de compétition. Le couple doit être main dans la main, pas l'un contre l'autre, l'un face à l'autre. C'est main dans la main, on est ensemble. Là où tu es bien, je te le dis. Là où je suis bien, tu me le dis. C'est ça la base du couple juif. Donc la compétition peut aller très très loin. Entre voisins, entre amis, entre cousins, entre familles, entre frères et sœurs. C'est une machine de guerre, la compétition. C'est l'invitation à la jalousie, clairement, parce que si l'autre fait mieux que moi, c'est juste insurmontable. Donc jalousie. La jalousie, encore une fois, c'est un très mauvais trait de caractère vu par la Torah. La Torah dit que celui qui est jaloux, ses os seront rongés par la jalousie. Ses os seront rongés par la jalousie. Tellement la jalousie, c'est quelque chose de négatif. Le juif doit être content pour son frère ou sa sœur juive qui a quelque chose de positif dans sa vie. S'il arrive quelque chose de positif à l'autre, il faut savoir, comme on dit en hébreu, les fargen. Les fargen, c'est dire à l'autre shkoyar, lui dire chazak ou barour. C'est super ce que tu fais, c'est génial. Waouh, t'es bon en ça, tu sais bien faire ça, t'as bien réussi ça. C'est aller chercher, c'est tout le FR, c'est tout le contraire. Donc là, je vous le dis vraiment sur un pied. Mais on ne se rend pas compte à quel point cette télévision va faire de nous un être à l'antithèse de ce que la Torah attend qu'on devienne. Et après, pour faire le chemin retour, ça demande des énergies, ça demande du temps, ça demande du sacrifice intérieur, ça demande de souffrir, parce que pendant un instant, j'ai cru que
c'était moi la compétition. J'ai cru que j'étais quelqu'un de compétitif et qu'il fallait être compétitif. J'ai cru que la frivolité c'était normal, que c'était bien, qu'il fallait rechercher la frivolité. J'ai cru que ça fait tellement partie pendant un moment de nos croyances personnelles que quand on désire se rapprocher de Dieu, quand on désire faire tchouva, se repentir, étudier la Torah et comprendre ce que la Torah attend de nous, quand on est passé par la télé, c'est quand même un chemin qui n'est pas simple. Donc c'est la raison pour laquelle autant s'éviter ce mal et autant l'éviter bien entendu à nos enfants. La question ne se pose pas. Je pense qu'on a tous bien compris que on ne rend pas service à nos enfants en les laissant regarder la télévision, même quand il s'agit des émissions a priori les plus distractives, les plus banales. C'est juste une émission de chant. C'est pas une émission de chant. C'est une émission de chant qui est basée sur la compétition. C'est pas une bonne chose de montrer ça à ton enfant. Tu veux montrer du chant à ton enfant, amène-le à un concert d'un chanteur d'Avraham Fried, de Aaron Razel. Il y a tellement de chanteurs israéliens, juifs, merveilleux aujourd'hui, chanteurs et chanteuses juifs qui chantent des chants avec des valeurs, avec un thème, qui sont en rapport avec ce que le juif doit être, avec la Torah, etc. Ton enfant il peut s'éclater. Si tu aimes la musique, si tu veux lui enseigner la musique, etc., l'ouvrir au monde de la musique, il y a la culture israélienne, juive, religieuse aussi en particulier, musicale, ne fait que grandir et que se renouveler, Dieu merci, avec le retour du peuple juif sur sa terre. Tout se renouvelle. Toute la culture juive se reconstruit. Paraît-il que avant la Shoah, la culture était très très riche. Il y avait une culture juive extrêmement riche, une culture juive musicale, culinaire, à tous les niveaux, au niveau de l'expression, comment dire, de l'écriture, etc. Il y avait quelque chose de magnifique. La mode juive, c'était vraiment une culture extrêmement riche. Et tout ça a disparu malheureusement avec la Shoah. Et donc, on dit que là, on est à un stade où le peuple juif revient sur sa terre. Et donc, toute la culture est à reconstruire. Et celui qui vient ici pour y vivre, parce que quand on n'y vit pas encore, on n'a pas encore vraiment le loisir de connaître vraiment ce que la terre d'Israël donne. Et quand on commence à y vivre et qu'on commence à écouter la musique israélienne, à lire des livres en hébreu, à voir les vêtements des designers israéliens, etc., c'est une culture qui est merveilleuse, qui est de plus en plus riche et de plus en plus importante et très créative. Et c'est une grande mitzvah justement de prendre part à cette culture israélienne, de découvrir tout ça. Il y a beaucoup de bonnes choses à découvrir. Mais en l'occurrence, de faire découvrir la musique ou toute autre chose par le biais de la télévision pour nos enfants, c'est pas un bon calcul. Le prix est trop cher. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le jeu, c'est la télévision, et la chandelle, c'est nos enfants. Donc c'est dommage de brûler nos enfants juste pour leur permettre de s'ouvrir culturellement, de s'ouvrir, d'avoir un esprit ouvert. J'ai vu il n'y a pas longtemps quelqu'un qui a écrit l'esprit ouvert, ce n'est pas une fracture du cerveau. Dans certains cas, j'ai envie de dire que oui. J'ai envie de dire que oui, ça fracture sérieusement le cerveau. Quand on recherche cette ouverture d'esprit, mais par le mauvais chemin. Voilà, la télévision, je trouve, représente exactement cette fameuse ouverture d'esprit qui crée une vraie fracture du cerveau. Cette fameuse ouverture d'esprit qui noie l'être avant qu'il ait eu le temps de se relever. Parce qu'on croit que la télévision, c'est juste un petit écran, c'est juste un moyen écran, ou pour certains, un grand écran. Mais en vérité, c'est quelque chose qui est astronome, qui est géant, qui est astronomique plutôt, qui est géant et dont on ne mesure pas le degré de dégâts que ça fait.
ce qui se passe derrière la télé, c'est-à-dire que tous ces gens qui travaillent pour créer ces programmes, pour créer ces pubs, pour créer toute cette ébullition et toute cette effervescence télévisuelle, c'est un monde qui est bien plus puissant que l'être humain tout seul. Et l'être humain tout seul ne peut pas rester droit, en continuant de s'exposer à la télévision. Cela n'y fait aucun doute. Il y a aussi le thème de la peur. Le thème de la peur. Alors bien sûr, les scénaristes adorent utiliser la peur pour rendre croustillant leurs films. Toutes sortes de peurs, toutes sortes de catastrophes humaines, toutes sortes de peurs qu'on puisse imaginer. Je ne veux vraiment pas évoquer ces peurs parce que moi-même, c'est une réelle bataille pour essayer d'effacer toutes ces images qui sont ancrées en moi. Il faut se rendre compte clairement que toutes les phobies de l'être humain, en grande partie, si l'être humain prend un petit minimum de conscience, se pose un minimum la question d'où viennent mes phobies, il se rendra très vite compte que toutes ces phobies lui viennent de films qu'il a vus, de films, de séries, de faits télévisés, de faits d'informations du midi, du 20h, etc. Toutes les informations avec lesquelles, toutes ces choses terribles avec lesquelles on veut nous rendre accros au film, justement parce que la peur crée chez l'être humain une substance chimique qui fait qu'il veut encore avoir peur, parce que ça lui fait des émotions, ça lui fait des frissons. Et donc celui qui ne sait pas se mettre une limite aux films qui font peur, il y va franchement et il voit des choses. Il est persuadé que sur le moment, ça ne lui fait rien du tout. Et dans 10 ans, dans 20 ans, quand il aura son premier enfant, son premier truc, il va se rendre compte qu'il a toutes sortes de peurs, de phobies, et il ne comprend pas d'où ça lui vient. Ça lui vient clairement des films, ça lui vient clairement du cinéma, des informations, ça vient de là, et c'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. C'est très simple, c'est très très simple. Bon, pour la petite anecdote, moi je vous raconte tout simplement, quand j'ai eu mon premier enfant, j'étais aussi pleine de phobies comme ça, et j'ai été voir une thérapeute, et je lui ai dit qu'est-ce que c'est que ces phobies? Est-ce que j'ai vécu peut-être un traumatisme dans mon enfance dont je ne me souviens même pas? Essaye de me dire, et c'est parce qu'elle sait, c'est une sorte spéciale de thérapie qui te fait, qui vérifie ce que tu as pu vivre dans le passé et qui te ressort ces traumatismes. Et elle m'a fait cet exercice de thérapie. Et à la fin, je lui ai dit, vas-y, dis-moi, je peux tout entendre, je suis prête à tout entendre, je veux juste comprendre d'où viennent ces phobies, je ne comprends pas. Et elle m'a dit, écoute, j'ai bien regardé, j'ai bien vu comment ton corps réagit, etc. Tu n'as vécu aucun traumatisme dans ton enfance. La seule chose, c'est que tu as apparemment été extrêmement exposé à la télévision et au cinéma. Et je lui avais rien raconté, je ne lui ai jamais dit que... Je lui ai dit, oui, comment tu sais? Elle me dit, c'est ce que j'ai compris par ton corps a exprimé cela. Et donc, c'est uniquement les films et le cinéma. Donc, il va falloir que tu te sevres de cette mauvaise... Maintenant, vous comprenez mon émoi quand je veux parler de la télévision, parce que ça crée un véritable mal-être chez la personne. Un véritable mal-être. Et tant que les gens sont occupés à autre chose, ils ne sont pas face à leur mal-être vraiment, ils ne se rendent pas vraiment compte qu'il y a quelque chose au fond d'eux. Mais quand ils s'arrêtent un moment et qu'ils se retrouvent avec eux-mêmes et qu'ils arrêtent toujours d'aller chercher à l'extérieur, toujours ce divertissement là, et qu'à un moment ils se retrouvent avec eux-mêmes, ils vont se rendre compte que tu veux pas passer outre. Si tu as été exposé à la télévision, il y a des séquelles, et quand tu te retrouves face à ces séquelles, tu dis, bon, j'ai compris ce que ça fait, la moindre intelligence serait d'être un filtre pour mes enfants et de dire, jusque-là, mes enfants ne souffriront pas de ce mal. D'ailleurs, toujours les gens disent, qu'est-ce que tu fais pour la couche d'ozone? Qu'est-ce que tu fais pour la couche d'ozone? Alors, il y en a qui disent, ouais, je roule en vélo, ouais, je trie mes déchets. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais pour la couche d'ozone? Ah ouais, mais je lis plein de livres sur la couche d'ozone, etc. Et c'est jamais suffisant, il faut faire encore autre chose, et encore être éco, etc. Moi, je pense que la couche d'ozone, elle est juste là pour nous enseigner un machal, un exemple. Je pense que nous, les mamans, nous sommes une couche d'ozone. Nous devons agir comme une couche d'ozone. Nous devons être ce filtre qui va protéger nos enfants de toutes ces choses, de toute cette pollution. Ça peut être la pollution extérieure,
Ça peut être la pollution de la télévision, d'Internet, ça peut être la pollution intérieure. Des fois, la pollution, elle est à l'intérieur de nous. Si on est, je sais pas moi, colérique, si on manque de patience, si on a des phobies, il faut se soigner soi-même, il faut prendre conscience de ces problèmes à soi pour éviter de les faire passer à nos enfants, encore une fois. Donc je pense qu'on est une couche d'ozone vivante, nous les mamans. Nous sommes des couches d'ozone, chacune avec sa capacité d'être une bonne couche d'ozone. Et tout notre travail en tant que maman, c'est justement de renforcer cette couche d'ozone qu'on est et de ne pas laisser passer les choses qui sont mauvaises. De réaliser, de mettre le point sur la table et de dire ok, ça c'est mauvais, ça c'est pas bon. D'analyser chaque chose, tout ce qu'on donne à nos enfants, il faut l'analyser. Il faut l'analyser. C'est notre rôle. C'est pour ça qu'on est des mamans. Je pense que c'est notre rôle. Alors c'est sûr que quand la maman elle est très occupée à travailler, à développer sa carrière, ça j'en ai parlé dans d'autres cours et j'en parlerai avec plaisir parce que c'est quelque chose qui est tellement évident. Quand la femme est très occupée, elle n'a pas le loisir d'être cette fameuse couche d'ozone. Et donc il y a des choses qui passent, qui rentrent, etc. Et après, eh ben, le résultat c'est nos adolescents, le résultat c'est nos enfants plus tard, adultes. Et voilà, c'est le résultat de la couche d'ozone qu'on a été soi-même. Donc je pense que ça vaut le coup que la femme, la maman, se libère un maximum pour vraiment justement remplir ce rôle de couche d'ozone, ne pas laisser nos enfants entre les mains de n'importe qui, que Dieu préserve, c'est évident, et de ne pas laisser n'importe quoi entre les mains de nos enfants, que nos enfants ne voient pas, n'entendent pas des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et voilà aussi une des manières d'être une bonne couche d'ozone aussi, je pense, c'est vraiment le travail au niveau du couple. Là, ça n'a rien à voir avec la télévision. Quoique si, parce que à la télévision, c'est justement pas ce qu'on nous montre. On nous montre souvent des couples qui se disputent. Quand les couples sont mariés à la télévision, en général, ils se disputent ou alors ils se crient l'un sur l'autre, etc. Justement, être cette couche d'ozone, c'est être de bonne humeur avec son mari, même quand tout ne va pas forcément bien, juste pour tranquilliser les enfants. Montrer à nos enfants une bonne ambiance. C'est de toute importance, c'est très très important que les enfants ne nous voient pas au minimum requis, ne nous voient pas nous disputer avec notre conjoint, ne nous voient pas parler d'une façon difficile à notre conjoint ou avoir un regard difficile sur notre conjoint, parce que les enfants s'imprègnent de cela et quand ils vont dormir, ils dorment avec le cœur lourd. Ils ont l'impression que c'est à cause d'eux, ils ont l'impression qu'on les aime pas, chas v'shalom. Et donc c'est très important de continuer à être cette couche d'ozone dans le sens où, ok, j'ai un problème avec mon mari, j'ai un problème avec, il y a quelque chose qui va pas, j'aimerais lui dire, tu peux attendre 1 heure, 2 heures que les enfants soient au lit et en parler avec ton mari plus calmement, mais de se disputer avec le mari devant les enfants, c'est pas un cadeau qu'on leur fait. Donc voilà, ça a aussi un rapport avec la télévision parce que justement, je vous dis, l'exemple de ce que doit être un couple, c'est vraiment pas à la télévision qu'on l'apprend. C'est vraiment pas à la télévision qu'on l'apprend. Et d'ailleurs, dans toutes les séries, dans toutes les télévisions et dans tous les films, excusez-moi de revenir sur ça, c'est vraiment un thème qui n'est pas agréable à entendre, mais on parle beaucoup de tromperie malheureusement. Et donc après, ben, la femme, elle a toujours cette petite idée derrière la tête, la tromperie. Peut-être mon mari le m'est-il infidèle. Peut-être, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais il y a des fois des femmes, souvent elles arrivent chez le thérapeute de couple, et le problème c'est, je pense qu'il ne m'est pas fidèle, ou j'ai peur qu'il ne me soit pas fidèle. D'où elle vient cette phobie? Des films, des émissions, des séries télévisées, c'est tout, un point. On peut avoir un mari qui est blanc comme neige, on peut avoir un mari qui est droit, qui est quelqu'un de merveilleux, et nous on a juste tous ces scénarios qu'on se tape depuis la jeunesse, depuis l'adolescence et tout, où il y a la fameuse histoire de la tromperie, et on va le projeter sur notre mari. Et comme on dit, les pensées sont des aimants, malheureusement. Et donc, une femme qui va trop imaginer que son mari ne lui est pas fidèle, que Dieu préserve, peut d'elle-même entraîner son mari à ne pas être fidèle, parce qu'elle a tout le temps cette pensée en tête. Donc elle attire la chose à elle. Donc c'est un cercle vicieux. Mais encore une fois, c'est très délicat de parler de ce sujet. C'est très délicat, mais il est existentiel. C'est un sujet qui est existentiel. Je veux dire, pour toutes les femmes qui
qui ont accès aux séries, aux films, on ne peut pas se mentir, on ne peut pas se mentir à soi-même. On est d'accord quand même que un grand pourcentage des scénarios sont tournés vers la tromperie. Dans les séries, il y a toujours un qui a trompé sa femme, il y en a toujours un qui a trompé sa femme, il y a toujours une femme qui a trompé son mari. Donc c'est l'élément crucial du scénario. Je veux dire, un scénario qui n'a pas son histoire de tromperie, n'a pas son tampon de cache-route. C'est pas un scénario. C'est pas un scénario. Un scénariste qui ne met pas une histoire de tromperie dans son scénario, il n'est pas reçu, il est rejeté, on ne reçoit pas ses scénarios, il manque un élément. Donc il faut voir les choses en face. Quand on voit ça à répétition, à quoi on peut penser? À quoi on peut penser d'autre que ça? C'est extrêmement néfaste. Toutes les séries, les histoires d'amour, les histoires romantiques, c'est très néfaste. C'est pas du tout ce que la Torah attend de nous. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est très extérieur, très physique, très superficiel. Et malheureusement, ce qu'on voit, c'est ce qu'on applique. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on devient. C'est pour ça que la Torah nous demande de faire ce qui s'appelle Shimush Talmidei Chachamim, c'est-à-dire d'aller voir de nos propres yeux des gens qui sont des juifs qui ont travaillé sur leur caractère et qui ont un bon caractère d'après la Torah, qui sont des justes et qui sont des exemples, qui sont des dogmas ishit, des exemples. Et quand on voit ces gens, la Torah nous demande de les voir, d'être avec eux, de les voir, de voir comment ils agissent. Et c'est comme ça qu'on apprend le mieux à devenir un juif droit, un juif avec un bon caractère. Shimush Talmidei Chachamim. Donc, je veux dire, la télé, c'est l'inverse de Shimush Talmidei Chachamim, c'est l'inverse. Tu vois toute la journée des gens qui sont tordus. Tu vois des actions qui sont tordues, tu vois des choses des histoires qui sont tordues. Donc, en l'occurrence, on est des tordus. À partir du moment où on voit la télé, on est des tordus. La télé te rend tordu. Voilà. Je pense que le thème est encore discutable. On s'en reparlera très certainement si ça vous intéresse. Diffusez un maximum ce message parce que je pense qu'il peut sauver des femmes, des maisons, des familles. Moi, je pense qu'à l'époque, j'aurais bien aimé comprendre, savoir d'où vient ce mal qui est en moi. Alors, à très bientôt et partagez un maximum.